Violence en mer, départ en vacances sous haute surveillance pour des millions de Français. Peine de prison ferme et amende importante, jugement sévère dans l'affaire des caisses noires de Saint-Etienne, le président du club en première ligne. 58 millions de Français, c'est le cru 90 du recensement, très forte croissance dans les banlieues. Enfin, page spéciale en direct du Pic du Midi, au lieu de l'astronomie qui pourrait être ouvert au grand public, débat près des nuages. Bonsoir, si vous vous apprêtez à partir en vacances, regardez bien la couleur du jour. Elle est orange aujourd'hui, elle sera rouge demain, traduction, embouteillage et difficultés. Vous nous le confirmez, Béatrice Névois? En effet, Paul, la circulation sera très difficile pour demain. D'ailleurs, Bison Futé recommande pour toute la France, excepté la région Languedoc-Roussillon, de prendre le volant après 16 h. Pour ce soir, la circulation va encore s'intensifier, mais d'ici 1 heure, car on pense que les vacanciers vont d'abord se restaurer avant de prendre la route. Cet après-midi, en région parisienne, on a assisté à de gros ralentissements sur tous les axes, la 6, la 10 vers Lyon, la 1 vers Lille. Les nationales n'ont pas non plus été épargnées. 15 km de bouchons sur la RN 118. En province, les grandes et moyennes agglomérations connaissent les mêmes problèmes. À Lyon, c'est un peu plus fluide que cet après-midi. À Marseille, 3 km de bouchons dans le sens nord-sud. À Toulouse, 2 km de ralentissement, ainsi qu'à Nancy. Le PC d'Arcueil recommande aux automobilistes de ne pas se laisser surprendre si la densité des véhicules diminue, car c'est là justement que les bouchons se créent. On accélère pour se retrouver coincé quelques centaines de mètres plus loin. La prudence, évidemment, est recommandée. La chaleur et le temps orageux favorisent les accidents. Je vous rappelle qu'en Moselle, il y a déjà eu 3 morts et 7 blessés lors d'un carambolage entre un poids lourd et des véhicules. Merci Béatrice, raison de plus pour être prudent sur les routes. Élise? Un seul mot d'ordre, si vous prenez la route ce soir, levez le pied pour votre sécurité bien sûr, mais sachez aussi que toute la gendarmerie s'est mobilisée sur la route des vacances. Contrôle routier, radar, alcotest, rien ne vous sera épargné. Des appelés du contingent vont même prêter main forte aux gendarmes. Reportage Moralaï Tabouche et Philippe Jasselin. 16 h sur la route nationale 7 à la sortie de Fontainebleau, trafic fluide. Résultat, les automobilistes appuient sur le champignon. En 1 heure, 12 interpellations pour excès de vitesse. Cette voiture roulait à 112 km/h au lieu de 90 normalement. Vous m'étonnez quand même, hein, parce que j'ai pas l'impression de rouler vite et je suis très surpris quand même. Vous partiez en vacances là? Non, je rentre de mon travail. Je suis très surpris. Vous savez que ça va vous coûter cher quand même? Je vais voir. Mais j'avoue que je suis surpris quand même. Oui, bien reçu, bien reçu. Un véhicule Renault blanc. Conduite sous haute surveillance, les radars sont partout. 15 à 20 000 gendarmes et policiers ont été mobilisés sur toutes les routes et autoroutes de France. Objectif, répression bien sûr, mais aussi prévention. Et c'est une action également de tous les jours. C'est-à-dire que la gendarmerie effectue, dans le cadre de ses missions, des missions de police-route pour aider, encore une fois, à ce que ça se déroule le mieux possible pour tout le monde sur la route, puisqu'on en est quand même, sur ces dernières années, à plus de 10 000 morts par an, ce qui est inacceptable. Travail pédagogique important, 9 accidents sur 10 sont provoqués par des erreurs humaines. Excès de vitesse, taux d'alcoolémie élevé, trop c'est trop. Prenez le temps de savourer la France, un conseil de la prévention routière, alors levez le pied. Et prenez le temps de savourer le contenu de ce panier que la prévention routière a décidé de vous offrir si vous êtes prudent. Et si vous vous arrêtez souvent, il n'y a pas d'alcool dans ce panier. Si vous êtes en Aquitaine, écoutez bien chaque jour votre journal régional, une nouvelle rubrique après la météo. Elle s'appellera Inforoute. Vous aurez toutes les informations sur la circulation routière à la suite d'un accord conclu entre FR3 Aquitaine et le ministère des Transports. C'est une expérience pilote qui sera étendue à d'autres régions. Prudence, c'est décidément le maître mot à la veille de ces 2 mois de vacances. Après les accidents de l'année dernière, le secrétaire d'État à la mer, Jacques Mélic, vient de mettre en place un arsenal de mesures très répressives. Les chauffards des mers n'ont qu'à bien se tenir. Explication, Jean-François Gringoire. Cet été, les chauffards de la mer vont avoir intérêt à prendre sur eux s'ils ne veulent pas finir leurs vacances en pédalo. Le ministre de la mer, Jacques Mélic, a annoncé la couleur, celle de la plus grande fermeté à l'égard de ceux qui risquent la vie des autres par leurs comportements inconscients. Premier visé, les pilotes de offshore. L'amende habituelle de 15 000 francs affole rarement les propriétaires de ce genre de bateau. Aussi, à partir du 1er juillet, en cas d'infraction grave, comme un excès de vitesse par exemple, le propriétaire se verra confisquer son bateau immédiatement pour une durée que décideront les tribunaux maritimes. Même chose pour les embarcations défectueuses, hélices non carénées ou coupe-circuit inopérants, jusqu'à la remise aux normes.
Quant à celui qui navigue à toute vitesse au milieu des baigneurs, il risque carrément la prison. Les communes ont harmonisé les vitesses autorisées dans les bassins, 27 km/h à Saint-Tropez par exemple, et plusieurs milliers de gendarmes et de CRS supplémentaires seront désormais habilités à faire respecter l'ensemble de ces mesures. Un dernier mot sur la circulation. Si vous vous apprêtez à traverser la Manche ce week-end ou même la semaine prochaine, vous subirez des difficultés. Le trafic transmanche Calais-Douvres est en effet toujours paralysé à cause de la grève des marins qui dure maintenant depuis 11 jours. Des peines de prison ferme et des amendes très élevées. Le jugement dans l'affaire des caisses noires de l'AS Saint-Etienne est tombé aujourd'hui et il est très sévère. 6 dirigeants, 11 joueurs et l'entraîneur du club était, je vous le rappelle, dans le box des accusés. Et c'est le président, Roger Rocher, qui est le plus sévèrement puni. Il devra retourner en prison. Compte rendu d'audience de notre envoyé spécial à Lyon, Caroline Sins. Roger Rocher effondré, il vient d'apprendre sa condamnation. 4 ans de prison dont 18 mois ferme et 200 000 francs d'amende, une peine surprenante par sa sévérité. C'est dur. Vous ne vous attendiez pas quand même à ce qui vous arrive là. Même vos amis d'ailleurs. À la sortie du tribunal, Rocher insulte son vice-président Louis Arnaud. Salaud, lui crie-t-il à bout de nerfs. En effet, ses 5 collaborateurs n'ont écopé que de 2 à 3 ans de prison avec sursis et d'amende. Rocher, en tant que président de la SSE, a été jugé principal responsable de la caisse noire et condamné en tant que tel. Nous n'avons pas d'explication à donner dans la mesure où nous ne connaissons pas les motifs de la décision. Donc nous allons examiner les motifs de la décision, mais d'ores et déjà, la décision de faire appel est prise. Par rapport à ce qui se passe aux amnisties politiques, est-ce que vous avez un commentaire à faire? Aucun commentaire à faire. Nous ne plaidons pas les dossiers qui ne nous appartiennent pas. Vous n'avez pas l'impression qu'il y ait de justice? Aucun commentaire sur ça. Les avocats de Rocher ont 10 jours pour faire appel. Robert Herbin et les 11 joueurs absents aujourd'hui sont condamnés à des peines allant de 4 à 15 mois de prison avec sursis assortie d'amende. La plus forte sera payée par Michel Platini, 300 000 francs et 4 mois d'emprisonnement avec sursis. Mais une fois les amendes payées, les footballeurs seront amnistiés. En condamnant aussi sévèrement Roger Rocher, le tribunal a voulu montrer l'exemple au moment même où les finances du foot sont mises à l'index. Suite et fin du procès de l'ex-CRS Gilles Burgos qui avait tué à Paris il y a 4 ans un jeune homme de 24 ans, Loïc Lefebvre. On devrait connaître le verdict d'une minute à l'autre, Clément Veillerenal. Oui, actuellement, l'avocat général vient de rendre ses réquisitions. 5 ans d'emprisonnement minimum, éventuellement assorti du sursis. C'est ce qu'il a demandé à l'encontre de Gilles Burgos. Selon le représentant du ministère public, la culpabilité du CRS est établie car il a tiré à tort. Sa mission était d'interpeller le fuyard et non de l'abattre. Il ne peut donc y avoir de légitime défense. Pour que celle-ci eût été retenue, souligne l'avocat général, il aurait fallu un danger grave, certain, imminent, et un simple sentiment de crainte de la part du CRS ne pouvait l'autoriser à ouvrir le feu. L'avocat général a néanmoins demandé aux jurés de tenir compte de la personnalité fragile d'un Gilles Burgos, piégé par les circonstances, et le verdict sera rendu en fin de soirée. Merci Clément, et l'on reste toujours dans la rubrique judiciaire ou plutôt politico-judiciaire. Jacques Gossot est en effet libre. Le maire RPR de Toul est sorti ce matin de la prison de Nancy où il était incarcéré depuis 6 mois et demi dans le cadre de l'affaire des fausses factures de la ville de Nancy. 20 millions de francs avaient été détournés. Sa remise en liberté est assortie d'un contrôle judiciaire et l'enquête se poursuit. Jacques Gossot a accordé une interview exclusive à notre équipe sur place, José González et Jean-Marie Bavrel, une véritable attaque en règle. Pour qu'elle reconnaissant que c'était illégal, c'est quand même un peu fort. Hein. Et en plus de ça, on a le sentiment que tout est fait pour que l'individu soit broyé dans un étau. C'est un système d'une froideur invraisemblable. J'ai non seulement été une victime, parce que, contrairement à d'autres, et je ne vous dirai pas suivez mon regard, mais suivez au moins ma pensée politique, on n'a pas fait de loi exprès pour moi. J'ai eu la jurisprudence traditionnelle et normale. Mais il y a des gens, il y a des élus dans ce pays qui ont été convaincus de prévarication de deniers publics, de faux en écriture publique, qui sont des crimes, qui n'ont jamais fait 1 minute de prison. Je crois qu'au niveau Est-ce que cette incarcération va gâcher votre vie politique? Oh, ça, je ne peux pas répondre à ça. Écoutez, ça, c'est une autre question. Hein. Pour le moment, si vous voulez bien, on va s'en tenir là. Parce que je vais me reposer. Jacques Gossot, une dernière question.
Michel Rocard en redemande. Il l'a dit hier soir sur TF1. Autrement dit, il souhaite rester à Matignon jusqu'aux élections législatives de 1993. Son vœu devrait être normalement exaucé. François Mitterrand est satisfait de son Premier ministre. Il l'a déclaré récemment, mais politique et logique ne riment pas toujours. L'histoire de la Ve République l'a souvent montré. Ses compliments réciproques et ses embrassades publiques masquent en fait la rumeur qui enfle dans Paris. La relation entre le président et le Premier ministre ne serait pas aussi idyllique qu'on le croit. Daniel Sportiello. Cette photo de l'idylle du temps de la grande réconciliation serait arrangée dans l'album des souvenirs. Et le couple, qui entre ici côte à côte à Matignon, serait sur le point de se séparer après 2 années de cohabitation orageuse. Principale cause des scènes de ménage, Michel Rocard, champion du consensus, ne penserait qu'à flirter avec le centre et ne tiendrait aucun compte des rappels à l'ordre du chef de l'État qui réclame une lutte plus ferme contre les inégalités. Comble de l'insolence, le 17 juin, devant un parterre choisi de socialistes qui l'attendaient au tournant, Michel Rocard s'est permis de réaffirmer que sa politique économique est la seule possible. Fort de sa cote de popularité, il a même récidivé hier soir, sans se soucier de ceux qui l'alignent sur son prétendu déficit social. Et tout cela en collant sans vergogne au président de la République. François Mitterrand, c'est un homme qui a de l'épaisseur. Et à travailler quotidiennement avec lui, on s'enrichit. On apprend tous les jours, j'apprends tous les jours. C'est un privilège aussi. Alors je vais tout vous dire, j'en redemande. Bien sûr, ça fait des envieux. Les 3 ans réclamés, François Mitterrand les lui accordera-t-il? Le chef de l'État, choqué par l'existence de salaires minima inférieurs au SMIC dans de nombreuses branches, aurait eu cette phrase couperée en Conseil des ministres. Au mois d'octobre, on appréciera. Et quand la presse se fait l'écho de ces petits signes annonciateurs de remerciements, le chef de l'État fait cette mise au point. Je pense qu'il est tout de même de mon rôle de dire de temps à autre ce qui me paraît nécessaire, moi, dans les grandes lignes de l'action. Alors, partira pas, impossible de faire de pronostics sérieux. Et si remaniement ministériel il y a, tous les ministres n'ayant pas un égal succès, Michel Rocard pourrait également y souscrire. C'était un dessin de Plantu dans Le Monde. 58 453 000 habitants, c'est officiellement le nombre de Français qui vivent aussi bien en métropole que dans les dom-toms. On ne peut plus, on ne doit plus parler de la crise de la démographie, du moins dans notre pays. Concrètement et précisément, la France compte en métropole 2 200 000 habitants de plus. Fait notable, cette année, les territoires d'outre-mer ont donné un sérieux coup de pouce à notre démographie pour atteindre ce chiffre beaucoup plus élevé. Marie-Hélène Tichou. La France compte 58 400 000 habitants. Pour la première fois, l'INSEE a associé les départements et territoires d'outre-mer dans la présentation des résultats du recensement. Il y a 8 ans, les chiffres des départements d'outre-mer n'étaient pas disponibles pour des raisons techniques. Mais c'est depuis cette date que la volonté politique d'associer nos lointains concitoyens dans nos statistiques a vu le jour. Aimé Césaire a beau dire les Antilles ne sont pas des départements à part entière, mais des départements entièrement à part, les statistiques jouent l'unité. Dans le détail, la population a fortement augmenté dans les dom-toms, plus 2% par an, soit un rythme 4 fois plus élevé que celui de la métropole. La métropole compte aujourd'hui plus de 56 500 000 habitants. Les statistiques confirment la tendance perçue lors du recensement précédent. Les campagnes continuent de se dépeupler au profit des grandes agglomérations. Une nuance, ce sont surtout les communes situées à proximité des villes qui ont profité des transferts. Dernier point à noter, l'INSEE constate une stabilisation de la population des grandes métropoles, à l'exception de Marseille. Philippe Pister résume les événements qui sont produits aujourd'hui dans le monde. Les députés lituaniens viennent de voter un moratoire de leur déclaration d'indépendance du 11 mars dernier. Il semble donc qu'ils aient suivi le président Landsbergis dans sa proposition de geler cette déclaration pour une durée de 100 jours. Mikhaïl Gorbatchev en avait fait le préalable à toute négociation et à la levée du blocus économique de la Lituanie. Le 28e congrès du PC de l'Union soviétique s'ouvrira bien comme prévu lundi prochain. Il durera 10 jours. Le plénum du comité central a donc suivi Mikhaïl Gorbatchev aujourd'hui et voté son rapport à la majorité contre l'avis des réformateurs radicaux. Ces derniers, avec Boris Yeltsin, souhaitaient au contraire le report à l'automne de ce 28e congrès pour préparer une riposte au succès des conservateurs lors du congrès des communistes de Russie la semaine dernière.
14 morts, plus de 30 blessés dans l'explosion d'une voiture piégée à Medellín. L'explosion s'est produite juste devant les locaux de la police. La voiture était chargée à 150 kg de dynamite. L'attentat n'a pas encore été revendiqué. Medellín, siège des fameux barons de la cocaïne. La deuxième ville de Colombie est depuis de nombreux mois victime d'une vague d'attentats. Bilan à ce jour, 60 morts, plus de 200 blessés. Erich Honecker poursuivi pour meurtre. Une instruction vient d'être ouverte par le procureur général est-allemand contre l'ancien numéro 1 de RDA pour la mort des personnes qui tentaient de fuir le pays sous le régime communiste. Ils sont plus de 200 à avoir ainsi péri dans ces tentatives. L'ancien président fait également l'objet d'autres poursuites criminelles, notamment en RFA, pour l'asile donné aux terroristes ouest-allemands. Il y a toujours Médecins sans frontières, Reporters sans frontières. Il y a désormais une association internationale qui prend de l'ampleur, Psychiatrie sans frontières, qui tient en ce moment même son colloque dans le Var, un colloque marqué sous le signe de l'année Van Gogh, un génie, mais qui était à l'époque exclu. Alors concrètement, comment les exclus sont-ils assistés ou plutôt aidés pour tenter de revenir à une vie plus normale grâce aux médecins d'un centre, le centre du Centaure? Tout de suite, l'exemple de deux hommes. Le premier est atteint d'une maladie mentale, il s'est lancé avec succès dans la peinture. Le deuxième est un exclu social, il n'a plus de travail depuis longtemps et il apprend la sculpture. Reportage Marie-Odile Pagnès et Bernard Branc. Le centre du Centaure a été créé grâce à l'initiative de deux hommes, le sculpteur Jean-Pierre Duhamel et le docteur Michel Boussat. Leur but, permettre la rencontre de tous les exclus de notre société, qu'ils soient érémistes à la recherche d'emploi, handicapés moteurs ou mentaux, un lieu unique, qui permet non seulement à ces exclus de réapprendre à vivre avec les autres, mais aussi à la société de mieux les connaître. Les dessins que j'ai faits sont vraiment extraordinaires. Alors, je compte faire quelque chose encore, mais ceux-là, ils sont vraiment beaux. Alors, je dessinerai encore, si vous le voulez. Okay. Ben, j'étais à l'hôpital parce que je me sentais assez nerveux et d'après ce qu'on disait, je ne frappais pas. Mais je disais en moi-même comment je vais faire pour sortir de ma vie, tout à fait dans la normale des choses. Nous avons tous pour objectif de travailler sur la notion de la non-exclusion. Parce que plutôt que de parler de l'intégration, il faut parler de la non-exclusion, ce qui est un processus préventif à l'exclusion. Je touche le RMI, oui, je suis dans le cadre du RMI, je travaille ici. Je n'acceptais pas la séparation de ma femme et tout, et je me suis mis à boire à un moment donné, j'étais comme une cloche, quoi. Hein. Ici, je me sens bien, point de vue médical, on est bien entouré et tout, j'ai du travail, mais il faut quand même s'extérioriser là, à l'extérieur un petit peu quand même. Et j'ai un ami, là, justement l'ami où je travaillais avant, il est prêt à me reprendre, si je ne fais pas le couillon. Cet espace permet également à tous les artistes, quel que soit leur mode d'expression, de travailler et d'exposer leurs œuvres. Il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas très sincères avec eux-mêmes, alors que je pense que les malades le sont intensément. C'est important de nous battre dans un domaine qui est le domaine de la non-exclusion et de l'intégration et de la créativité. La créativité qui va aboutir à quelque chose qui est pour nous essentiel, qui est la réhabilitation de l'homme dans toutes ses dimensions. Les difficultés du télescope géant Hubble relancent l'intérêt du site astronomique français qui se trouve sur le pic du Midi, mais qui pourrait être menacé. C'est la raison pour laquelle la rédaction de la 3 s'est intéressée à ce site où se trouve depuis ce matin pour tous les journaux de la 3, Jean-Jacques Perrault, en quelque sorte sur les hauteurs. Alors Jean-Jacques, ce site est-il menacé ou pas ? Non, menace est un trop grand mot. En tout cas, ce qui va arriver au site du pic du Midi, c'est qu'il va se transformer de façon inéluctable. Je vous expliquerai un peu plus en détail tout à l'heure pourquoi. Mais d'abord, voyons ce que c'est que le pic du Midi. Vous voyez, nous sommes ici devant le magnifique massif des Pyrénées, à près de 3000 mètres d'altitude. C'est vraiment un nid d'aigle ici. On y travaille à peu près 200 personnes qui, par roulement, y travaillent régulièrement, dans des conditions très difficiles, car l'accès est difficile. Vous allez voir tout cela dans ce reportage de Véronique Gorel et Philippe Basquin. Les portes sont fermées, on est 3, tu peux tirer. Allez. Vous êtes parti pour combien de temps là? 7 jours, jusqu'à mercredi prochain. Je suis électricien dans l'équipe d'atelier qui comprend 2 mécaniciens et 2 électriciens.
7 jours en haut, 13 jours en bas et ainsi de suite pendant toute l'année. Qu'ils soient ouvriers, techniciens ou chercheurs, les salariés du Pic du Midi occupent tous un poste élevé. 2870 mètres d'altitude, c'est déjà plus près du ciel. Après le téléphérique, il y a le télescope et l'observation des astres de jour comme de nuit. La rotation des équipes obéit à celle de la Terre. Astronome au Pic depuis 19 ans, Jacques Noëns est de ceux qui font équipe de jour. Je monte à la coupole, je me mets en route. Et puis après, je reste dans la coupole, je fais mes observations jusqu'à ce que le temps devienne levé ou que le soleil se couche le soir. Et lui-même est déjà couché lorsque d'autres vont prendre leur faction sous la voûte étoilée. Entre eux, il y a presque des années-lumière, ou au moins toute la longueur de ce labyrinthe qu'est l'observatoire. Des kilomètres de couloirs, des escaliers qui, bout à bout, feraient un Himalaya. Je vais pointer un objet. Nous vivons confinés à deux. Bon, souvent, il y a 2 opérateurs. Nous vivons à 3, mais c'est notre lieu commun. C'est comme ça que nous vivons. À côté de ces hommes qui tutoient le soleil et les étoiles, il y a ceux qui, plus prosaïquement, entretiennent le matériel et le réparent, cumulant toutes sortes de métiers. Car à cette hauteur, une panne ne saurait attendre un dépanneur venu d'ailleurs. Celui-ci change une poulie du téléphérique à 200 mètres au-dessus du vide. C'est les conditions idéales aujourd'hui. C'est la balade à la limite. Parfois c'est plus dur? Ah oui, quand il y a du givre, ceci c'est un bloc de givre. Alors ça tombe de partout, il faut avoir le casque, tout. À cette altitude, il faut aussi que l'intendant se suive. Le ravitaillement a lieu 3 fois par semaine et l'on fait des réserves en cas de mauvais temps. À cette altitude, la cuisine est un lieu stratégique et les repas deviennent un rituel. Le meilleur moment, c'est vraiment des repas, on se voit tous, on discute, et c'est une bonne ambiance. C'est quoi le menu de ce soir? Œufs frits et des raviolis en gratin. Ouais. Potage Ouais. et banane flambée. Et tant mieux si le repas traîne un peu, pour ces hommes des cimes, c'est peut-être le seul moment où le ciel peut attendre. Mais cette situation ne peut pas durer, Jean-Jacques. Non, alors ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas durer. Pourquoi? Parce que pour des raisons économiques. Parce que le pic, qui existe depuis plus de 100 ans, a besoin de réaménagement qui, pour beaucoup, coûte très cher. Par exemple, l'accès par téléphérique qu'il va falloir renouveler un jour ou l'autre. Alors pour ça, on a besoin de trouver de l'argent et d'en trouver avec des concours extérieurs. Et l'idée est née il y a quelques années d'ouvrir le pic du Midi, ce nid d'aigle très protégé, inaccessible, de l'ouvrir au grand public qui, il faut le dire par ailleurs, a très envie de venir, d'une part, découvrir ce magnifique paysage, et d'autre part de venir découvrir aussi le soleil, la lune qu'on étudie particulièrement ici, et puis la voûte céleste, et de rencontrer les astronomes et qu'ils leur parlent de leurs recherches. De faire en sorte, comme me le disait joliment tout à l'heure Hubert Rive à 12h45, qu'on leur rende le ciel que les astronomes leur avaient un peu confisqué. Bien sûr, ce projet fait naître quelques inquiétudes chez les scientifiques qui travaillent ici en particulier. Ils ont peur que cette arrivée massive de touristes, leur nombre va être multiplié par 10 d'après le projet, les gêne dans leurs travaux. Tout cela, bien entendu, on est en train d'en discuter, on prend des précautions, des rapports, des comités scientifiques sont réunis pour en discuter et pour prendre des garanties. Ce qui est certain en tout cas, c'est que l'histoire du pic qui se poursuit depuis plus de 100 ans va certainement dans les années 90 connaître un tournant et un renouveau. Et en tout cas, le ciel ici sera toujours aussi beau et aussi pur, Paul. Vous avez dit inaccessible, à quelle hauteur êtes-vous, Jean-Jacques? Eh bien, nous sommes exactement à 2877 mètres. Vous avez de la chance. C'est-à-dire beaucoup plus près du soleil que vous, Paul. On redescend sur Terre, Élise. Avec du sport pour terminer ce journal, jour J-1 pour le Tour de France. C'est demain que s'élancera la grande boucle, départ cette année du Futuroscope à Poitiers. 150 coureurs sont en lice pour une épreuve qui s'annonce un peu terne. Les favoris sont absents. Alain Dorgance. La 77e édition du Tour de France, dont le départ s'effectuera du Futuroscope, présente un parcours classique qui consacrera un coureur complet. Parmi les difficultés de la grande boucle, l'étape alpestre Saint-Gervais-Mont-Blanc, l'Alpe d'Huez, avec l'ascension des cols de la Madeleine, du Glandon et la montée vers l'Alpe d'Huez. Les Pyrénées avec l'incontournable col du Tourmalet, un des géants du Tour, et l'arrivée à Luz-Ardiden. Les rouleurs ne seront pas en reste, avec l'étape contre-la-montre sur le lac de Vassilières en Limousin. Des étapes déterminantes pour la victoire finale. Mais à l'entame de la grande boucle, les héros sont fatigués, difficile de dégager un favori. Laurent Fignon a rencontré des problèmes de santé qui ont retardé sa préparation. 1990 sera peut-être l'année de Charly Mottet, la panoplie complète aussi bien en plaine qu'en montagne, deuxième du Tour d'Italie. Le leader de RMO peut faire trembler les meilleurs, même si à son sujet on émet souvent des réserves à propos du Tour.
Le monsieur plus du Tour de France, Greg LeMond, tenant du titre. Mais cette année, l'Américain n'est pas au mieux. Même diminué, il reste le grand favori quand on connaît son sens de la course, son habileté. Puis les hommes de classe ne s'éteignent jamais. Espoir d'un revenant. Occupant obstiné du podium depuis 3 ans, l'état de marche de Pedro Delgado l'installe à un rang de favori numéro 1, normal pour quelqu'un qui s'autodéfinit comme un leader et un champion. Pedro Delgado, l'homme à battre assurément. Un télégramme arrive à l'instant de Varsovie, j'étais en train de le lire, la situation se dégrade dans la capitale polonaise, la police vient d'intervenir pour déloger plusieurs centaines de paysans qui occupaient depuis mercredi le siège du ministère de l'Agriculture. Les programmes sur la 3 ce soir à 20h35 Thalassa avec un très beau reportage en Pologne justement sur les chantiers de Gdansk, le berceau de solidarité. À 22h35, soir 3 présenté par Marc Hautement. Tout de suite la météo complète de Florence Klein, très important pour vos vacances. Avec d'autres nouvelles sur la Pologne évidemment dans notre édition du soir, fin de ce 19-20 à lundi 19h. Bon week-end avec la Coupe du Monde de football, retransmise notamment par la 3. Bonsoir. Bonsoir.